En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, s'entraînait pour défaire son cousin Henri Ier Pauclair, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Delavier et aux forces de la masse. Hey tout le monde et bienvenue sur Histoire Musclée. Dans l'épisode du jour, nous allons nous intéresser à une période de l'histoire qui peut au premier abord sembler relativement obscure quant à la place qu'elle accordait au sport, je parle bien sûr du Moyen-Âge. On pourrait penser qu'il n'y a pas grand chose à raconter sur le sujet, puisqu'après l'arrivée du christianisme, entre la chute de Rome et l'abolition des Jeux Olympiques, la culture physique était clairement sur le déclin. Les corps musculeux de la mythologie gréco-romaine avaient en effet laissé leur place aux silhouettes filiformes des personnages bibliques, tandis que l'éducation corporelle semblait réduite à peau de chagrin au profit d'une spiritualité toujours plus envahissante. Je vous l'accorde, c'était peut-être pas le meilleur moment pour prendre soin de son corps. Cela dit, quand on s'intéresse d'un peu plus près à l'époque, on remarque que dans cette société des classes divisée entre ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent, personne ne pouvait totalement se passer d'exercice physique. Loin de disparaître, la musculation et ses dérivés se sont donc adaptés à leur temps, et les écrits de l'époque ont pas mal de choses à nous raconter. Si les histoires de moines haltérophiles et autres chevaliers bodybuildés vous intéressent, vous êtes pile au bon endroit. Nous sommes en 476, année charnière de notre histoire puisqu'elle marque la chute de l'Empire romain d'Occident et donc de la culture gréco-romaine, c'est le début du Moyen-Âge. Un peu moins d'un siècle après l'abolition des Jeux Olympiques, les invasions barbares font table rase sur le passé et fournissent une aide inattendue à un christianisme conquérant qui rejette la nudité des athlètes grecs pour se réfugier dans la spiritualité. Le corps devient quelque chose de sale, quelque chose de tabou. Le nu laisse place à des vêtements toujours plus amples, les relations sexuelles sont soumises à un calendrier religieux, et le sport, autant vous dire que dans un premier temps, on peut l'oublier, puisque l'Église prend en charge l'éducation un peu partout en Europe. C'est clair que le fitness n'était pas dans sa meilleure période, et pour s'en convaincre, il suffit de citer l'archevêque de Tours, Hildebert de Lavardin, pour lequel le corps n'est qu'une fange gluante, inséparablement collée à l'esprit souverainement pur. Ça sent un peu le sel comme remarque. Heureusement, certains clercs ne seront pas aussi coincés, à l'image de saint Augustin qui pensait que l'exercice physique pouvait lutter contre les pulsions mauvaises de l'homme, ou encore de saint Benoît, lequel encourageait les maîtres à emmener les enfants se dépenser afin de les fortifier. Plus généralement, le clergé faisait même la différence entre ce qui relevait d'une part de l'amusement pur et dur, et ce qui relevait du renforcement musculaire d'autre part. Isidore de Séville, dans Étymologie, expliqua par exemple qu'un chrétien ne doit rien avoir de commun avec la folie du cirque, de l'amphithéâtre, de l'arène ou du jeu, mais tout indiqué à exceller dans le jeu gymnique, là où se joue le triomphe de la force et de la vitesse. Vous remarquerez que si globalement la situation du sport n'était pas géniale, il restait quand même de l'espoir. Cela dit, c'est pas avec 3 mecs en bure qu'on allait faire remonter toute la testo du royaume. En fait, ce qui a vraiment permis à l'Europe de rêver à nouveau de force et de physique musculeux, c'est ironiquement une des causes de sa chute, les barbares. En effet, chez les différentes peuplades qui ont colonisé l'ancien empire d'Occident, l'exercice physique n'était pas une option. Il démarrait généralement, de gré ou de force à partir de 7 ans, âge où on commençait à former les jeunes garçons au combat. Au programme, on trouvait toutes sortes d'activités. Maniement des armes, du bouclier, course à pied, lutte, natation, équitation, mais aussi, et ce n'est pas bien surprenant, exercice de renforcement musculaire au poids de corps et avec charge additionnelle. L'idée derrière tout ça était bien sûr de préparer à la guerre, mais également de développer des physiques impressionnants, ce qui, comme vous le verrez, pouvait être utile à l'époque. Jean de Main expliqua en effet dans le célèbre Roman de la Rose que les premiers princes et seigneurs avaient été choisis parmi les plus grands, les plus forts et les plus musclés de chaque clan. C'est donc sur ces critères que certains qualifieront d'extrêmement beaufs que furent élus les premiers représentants de la noblesse, lesquels se virent confier les charges de justice et de sécurité en échange de la propriété terrestre. La seigneurie était née et on peut dire qu'elle avait littéralement les épaules pour diriger. Oui, messire. En guise d'exemple, Charlemagne était selon son biographe doté d'une large et robuste carrure, d'une taille élevée, ses membres étaient d'une proportion harmonieuse et il avait l'allure virile. Balèze Carolus. Faut dire qu'il était notoirement connu pour faire beaucoup de sport et c'était loin d'être un cas isolé.
L'archéologie nous démontre aujourd'hui, après moultes examens, que de nombreux seigneurs médiévaux passaient leur temps libre à s'entraîner, leur squelette étant parsemé de fractures et autres pathologies liées à une pratique sportive aussi excessive que nécessaire. En effet, sans carrure ni force physique, c'était très compliqué d'exister en société quand on était un homme, et notamment chez les Francs, qui étaient réputés pour être des guerriers sachant jouer de leur corps et cultiver leur force. C'est exactement ce que doivent se dire les étrangers des Français d'aujourd'hui. L'époque n'était donc pas si sédentaire que ça, mais s'il y a bien une chose qu'on peut regretter avec le haut Moyen-Âge, c'est que les sources écrites sur le sujet athlétique étaient bien moins fournies qu'à l'Antiquité, ce qui complique légèrement l'étude de l'entraînement. Heureusement, certains précepteurs auront l'excellente idée de rédiger des manuels pour l'éducation de leurs princes, et on apprend que chez les jeunes Wisigoths, ce n'était pas le prestige de la famille qui faisait la grandeur d'un individu, mais bien ses capacités personnelles, lesquelles étaient entendues au sens large, ce qui n'est pas sans rappeler l'arrêté gréco-romaine. L'éducation devait non seulement porter sur l'esprit, à travers les lettres et la philosophie, sur la morale, via l'étude de poèmes épiques et inspirants, mais aussi et surtout sur l'exercice physique. Les éducateurs insistaient particulièrement sur l'apparence, laquelle devait avant toute autre chose se traduire par une posture virile, susceptible d'inspirer les petites gens. Chaque mouvement, du plus ample au plus anecdotique, devait pour ce faire être fluide et harmonieux, en opposition à ceux du bouffon, jugés désarticulés, nerveux et désordonnés. Sans surprise, l'objectif était donc de développer une musculature et un gainage suffisants, lesquels passaient, comme on l'a déjà souligné, par la pratique de nombreuses activités comme le saut, la course à pied, la lutte, l'équitation, la natation, l'utilisation du poids de corps ou encore de charges additionnelles. Puisque l'Église était farouchement opposée au corps, la plupart de ces exercices étaient d'abord présentés comme ayant une vocation militaire. Mais vous l'aurez compris, en substance, l'idée était également de légitimer le pouvoir de l'aristocratie à travers le physique. Pour illustrer, un célèbre adage de l'époque explique en effet que seul un corps vigoureux peut accompagner un cœur fort. Si on laisse tomber 2 secondes la poésie, ça veut dire qu'à l'époque, à moins de peser taille plus 10 sec, on était de facto considéré comme un fragile et comme un pleutre. On dirait un bâtard de jacouille. Pour éviter ce genre de problème, il était systématiquement rappelé aux jeunes nobles de ne jamais s'enfermer dans le luxe, l'opulence ou l'oisiveté, au risque de se faire détrôner par plus fort que soi. La noblesse des origines était donc loin de se limiter à un droit de naissance et il fallait véritablement s'en montrer digne, tant par le comportement que par les apparences et les capacités physiques. Pour l'anecdote, on notera qu'à l'époque on retrouvait déjà une certaine dose de narcissisme dans le développement physique, puisque les manuels du haut Moyen-Âge recommandaient de s'entraîner jusqu'à voir son corps joyeux de l'effort et ses membres fortifiés par l'effort. Voilà une formulation bien étrange qui est peut-être une des premières références écrites à la congestion musculaire. Comme quoi, en 1500 ans, les pratiquants de muscu n'ont pas changé des masses et apprécient toujours les bonnes choses. N'empêche, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis tout à l'heure on ne parle que d'une toute petite minorité de la population. Le Moyen-Âge moyen avait en effet autre chose à faire que de s'entraîner H24, et l'Église continuait dans son immense majorité à voir le sport comme une perte de temps au relent satanique. Est-ce que ça veut dire pour autant que le tiers-état et le clergé étaient constitués d'êtres gélatineux et réfractaires au moindre effort? Absolument pas. Déjà, regardons les choses en face. Le tiers-état, c'est avant tout la paysannerie, et à l'époque, il n'y avait ni tracteur ni moissonneuse-batteuse. Le seul carburant, c'était l'huile de coude, c'était extrêmement taxant, et seuls les plus forts pouvaient tenir le rythme. On assistait en quelque sorte à une sélection naturelle par le travail, et les phasmes ne faisaient pas une longue carrière. D'autant que le travail commençait très tôt, au point que dès l'âge de 6 ans, les enfants aidaient déjà leurs parents dans des tâches plus ou moins adultes, comme garder le bétail, ou encore casser et transporter du bois. Je ne sais pas si vous avez déjà touché aux bases du bûcheronnage, mais laissez-moi vous dire qu'à l'époque, les ados devaient être solides. Une fois adultes et avec l'augmentation de la charge de travail, on se dit que la seule chose dont un paysan devait bien avoir envie à la fin d'une journée, c'était dormir, et ce, au prix de toute distraction futile. C'est pas totalement faux, surtout qu'à l'époque, le temps libre était de toute façon consacré à Dieu, ce qui ne laissait pas beaucoup de place pour des loisirs superflus. Seulement, en pratique, les paysans restent des humains, en tant que tels, ils ont besoin de se distraire, et comme YouTube n'existait pas, il fallait trouver autre chose à faire le dimanche après. À cet égard, on retrouvera partout en Europe une grande variété d'activités physiques chez les paysans. Par exemple, en Allemagne, la course, la lutte et l'archerie étaient très prisées, tandis qu'en Angleterre, on était plus sur le saut, le soulevé et le lancer de pierre. La compétition était quant à elle quasiment inexistante, bien que dans certains pays comme en Espagne, on retrouvera ponctuellement des sortes de petits tournois sportifs ouverts à tous et concernant les 5 disciplines gymniques identifiées par Isidore de Séville, à savoir le saut, la lutte, la course, le lancer et, grande nouveauté, la force. Il s'agit là d'une des premières formes de compétition de strongman officiellement connue en Europe, et on peut limite voir ça comme l'ancêtre de l'Arnold Classic Strongman. Cela dit, s'il fallait retenir un seul sport qui fut extrêmement populaire dans l'Europe du Moyen-Âge, ce serait bien la soule. Identifié comme l'ancêtre commun du football et du rugby, il s'agissait d'un jeu très brutal qui impliquait de puissants efforts physiques et qui fut progressivement légiféré tant il était répandu.
Dans le principe, c'est assez simple. Deux équipes se disputent une balle par tout moyen et doivent la transporter dans le camp opposé, généralement dans un but matérialisé par une ligne au sol, une petite mare, 2 buissons, ou même 2 piquets quand il y avait du budget. Ça devrait vous rappeler 2-3 trucs, et c'est normal, mais sachez que la grande différence entre la Soule et ses descendants, c'est le degré de brutalité. Coup de poing, coup de pied, coup de coude, plaquage, tout était bon pour récupérer la balle, au point qu'il y avait régulièrement des morts. En fait, en termes de violence, le rugby à 15 est à la Soule ce que le foot est au rugby, c'est-à-dire un sport de pleurnicheuse. L'essayiste Roger Callois aura d'ailleurs bien résumé la chose en présentant la Soule comme un agone musculaire, où l'égalité des chances était artificielle et où c'était toujours le plus balèze qui gagnait. C'était donc une sacrée vitrine pour les brutes musculeuses, ce qui ne plaisait pas tellement à l'église. D'ailleurs, parlant de l'église, on notera qu'ironiquement, ses membres avaient tout ce qu'il fallait pour réussir en sport. Ils avaient généralement reçu une bonne éducation, ils avaient pour beaucoup du temps à tuer, et ils étaient parmi les derniers à disposer du savoir grec. Même si le sport était mal vu, il fallait bien passer le temps, et c'est pour ça qu'après avoir dévoré Philostrate, certains moines sont passés de la théorie à la pratique pour devenir de véritables athlètes. La situation ne passa pas inaperçue puisque les Carolingiens interdiront dès 802 aux clercs de pratiquer des jeux vains, c'est-à-dire du sport. C'était une décision sévère, mais il fallait bien s'assurer que chacun occupe ses fonctions avec sérieux, et on entendait à l'époque des histoires totalement folles, comme celle du moine Jonas de Bobbio. Il se raconte en effet qu'à plus de 70 ans, ce vieil abbé transporta sur ses épaules un tronc gigantesque à l'aide de seulement 3 frères, là où les bûcherons avaient estimé qu'il faudrait au moins une trentaine d'hommes pour le déplacer. Cet épisode fut par la suite qualifié de miracle, seulement quand on sait que ses disciples auront réitéré l'exploit quelques temps plus tard, on se dit que ça n'avait sans doute rien de miraculeux, mais qu'au contraire, ça devait s'entraîner dur façon Rocky IV au monastère. Le corps du Christ, des pieds à la tête, musclé comme un athlète. Le corps du Christ, oh, comme je l'aime, je voudrais avoir le même. Dans un style différent mais tout aussi impressionnant, on n'oubliera pas d'évoquer l'évêque Wilfrid d'Exham qui à presque 70 ans aura fait 2200 km à pied pour se rendre en pèlerinage à Rome. Le clergé était donc capable de véritables prouesses physiques alors même que l'église rejetait le corps. C'est un petit peu contradictoire et c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre l'objectif esthétique et celui de performance. Le deuxième était totalement assumé au point que les moines étaient présentés dans la Vulgate comme des soldats du Christ combattant physiquement les démons. On est sur une conception athlétique tout à fait badass qui, au final, ne colle pas si mal que ça avec la réalité des pratiques. Au nom du Seigneur, je vous botte là-dessus. Pour pouvoir démonter les forces de l'enfer en cas de problème, les moines faisaient en effet l'objet d'un recrutement élitiste. Ils avaient accès au savoir de l'Antiquité, mettaient leur corps à rude épreuve via le travail, et étaient mieux nourris que le quidam puisqu'ils bénéficiaient généralement de 2 repas chauds, de pain, de fruits, de légumes et de viande. Ce n'est pas un hasard si les abbayes abritent encore aujourd'hui certains des meilleurs restos français. N'empêche qu'avec tout ça, entre les connaissances, l'alimentation et l'entraînement adapté, on n'est pas si surpris que ça de voir que des moines sont devenus aussi balèzes. Finalement, et contrairement à bon nombre d'idées reçues, on voit bien que le haut Moyen-Âge était une période très musclée pour l'Occident. Même si l'aspect esthétique aurait été mis de côté par l'aspect pratique, personne ne pouvait se permettre d'être inactif. Et ce n'était qu'un début, puisqu'avec le temps la situation n'a fait que s'améliorer. Même les hommes d'église parmi les plus réfractaires commençaient à admettre que le corps n'avait rien de satanique, et un énorme virage sera entamé grâce à l'Orient et à la philosophie hindoue, selon laquelle le corps sous-tend l'âme, et ne peut donc être mis de côté sans conséquence sur l'esprit. C'est également à la jonction entre le haut et le bas Moyen-Âge que le célèbre médecin arabe Avicenne remettra au goût du jour l'hygiène et l'éducation physique à travers sa célèbre encyclopédie Canon de la médecine, laquelle s'imposera partout dans le monde comme une référence. Il y expliquera entre autres que l'exercice physique est un moyen de médecine préventive qui immunise le corps contre la maladie en augmentant sa température, ce qui permet d'évacuer les substances nocives via la transpiration, tout en fortifiant les membres. Comme les Grecs avant lui, il préconisera de l'exercice physique en quantité chez les jeunes gens valides, mais également de façon plus modérée pour les personnes âgées, le tout accompagné de massages et de bains froids. Pour ce qui est des enfants, il restera très proche des idées de Platon et insistera sur la nécessité de l'exercice afin de développer le corps et de le préparer pour l'avenir. L'ouvrage d'Avicenne sera traduit en latin par Gérard de Crémone et connaîtra un succès énorme partout en Europe, lequel correspond étrangement à l'âge d'or des grandes fêtes sportives que sont les tournois. Croyez-moi, en se préparant pour ces tournois, nos chevaliers occidentaux étaient sans doute bien plus forts que de nombreux athlètes actuels, et ce n'est pas si surprenant puisqu'ils comptent parmi les sportifs les mieux entraînés de l'histoire. Pierre de Coubertin serait sans doute d'accord avec moi, mais ça on en discutera une prochaine fois quand on abordera le bas Moyen-Âge. Cela dit, avant d'en arriver là, sachez qu'au prochain épisode d'Histoire musclée, nous ferons un petit détour par le XXe siècle afin de nous intéresser à une période de l'histoire aussi tragique qu'intéressante à traiter du point de vue du corps. Je vous laisse deviner laquelle dans les commentaires.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre un truc ou deux. Si c'est le cas et que vous voulez m'aider à conquérir YouTube, je compte sur vos partages pour toucher le maximum de personnes. De la même manière, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour ne rien louper de la suite. Ce serait quand même dommage. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un bon entraînement, et je vous dis à la prochaine. Des bisous tout le monde!